Bonjour, je m'appelle Liliane Tellier, j'ai 20 ans. Je suis présentement à ma première année à l'université. Euh, Puis j'ai un déficit immunitaire commun variable. Moi, je suis Marie-Josée Belland. J'ai 58 ans. J'ai un déficit immunitaire. En fait, on appelle ça un syndrome d'hyper-IgM de type 2. C'est génétique, en fait. Je suis conseillère en formation, intégration à la tâche. Je fais aussi de la modélisation de processus d'affaires dans des créneaux qui sont juridiques, bac en relations industrielles, maîtrise en administration, j'ai une formation en droit. Donc, quand tu me dis que tu es à l'université, tu me rappelles de très beaux souvenirs. Alors, comment je vis l'immunodéficience, excuse-moi, aujourd'hui? Bien, c'est pas vraiment différent de la façon dont je l'ai toujours vécu, puisque j'ai pas connu d'autres situations. Ayant été diagnostiquée à 2 ans, ça a toujours été ma réalité. À la différence qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de l'immunodéficience. Du côté des employeurs, on sent bien que j'ai eu des employeurs qui ont été très ouverts, on sent qu'il y a encore plus d'ouverture par rapport à cette situation-là. Moi, j'ai jamais été, même encore aujourd'hui, j'ai jamais été timide à parler, en fait, de ma situation de santé. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Il fait partie de mon quotidien. C'est un des paramètres qui fait partie de ma vie, en fait. Pour moi, c'est un peu la même chose. J'ai connu toute ma vie le déficit immunitaire, mais à chaque étape de ma vie, c'est vraiment quelque chose qui est différent. De passer du primaire au secondaire, c'est pas la même chose. Après ça, au cégep, c'est des nouveaux défis, l'université. Puis là, le marché du travail, c'est pas encore quelque chose que j'ai vraiment connu. C'est quelque chose aussi qui fait un petit peu peur des fois, comment l'employeur peut réagir. Quand tu me dis que de plus en plus, c'est mieux accueilli, c'est quand même rassurant de savoir ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas vécu encore. Puis il y a beaucoup de questionnements, de doutes à savoir comment ça va se passer. Parce que souvent, chaque fois que j'arrive à une nouvelle étape, je me bute un petit peu à un mur. Fait que là, ça fait un peu peur de savoir ça s'en va où dans les années à suivre. Je te dirais que ta préoccupation, Liliane, est tout à fait normale. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment de t'asseoir avec ton employeur, d'en discuter. C'est possible que ton employeur, à la limite, tu peux avoir de la documentation médicale. C'est d'être vraiment transparent avec ton employeur. Je prends les conseils en note. Ça me fait plaisir de te les donner, je suis passée par là. Mm-hmm. Puis comment tu arrives à jongler avec le travail, les traitements, la famille? Bien, ça va quand même assez bien. Moi, mes traitements, je les fais la fin de semaine. En sous-cutané? En sous-cutané. Oui. Donc, ça va assez bien de ce côté-là. Ça a été une révélation, ça, le sous-cutané. C'était moins difficile qu'intraveineux. Intraveineux, là, à un moment donné, on cherche la veine, puis bon, c'est pas terrible. On est souvent plus fatigué aussi à la suite. C'était mon cas, à la suite de ces transfusions-là, si on veut. Alors, quand le sous-cutané est arrivé, ça a été... on intègre sur la fin de semaine, on est un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, c'est la fin de semaine. Le lendemain, ben, tu es en forme pour faire ta journée de travail. Je te dirais que si tu compares avec quelqu'un d'autre, il n'y a rien qui paraît dans ma vie professionnelle.
il y a rien qui paraît, là. Tu vois, moi, j'ai pas vécu ce qui t'en est de la même façon. Non? Non. Comment tu as vécu ça, toi? Je l'ai vécu, j'étais environ fin primaire quand OK. j'ai commencé. Mhm. Puis c'est un moment de ma vie que je voulais rien savoir des traitements. Puis que, ouais. Je comprends. Puis que j'étais tannée, je voulais plus. Puis là, de se piquer soi-même quand tu veux plus de traitement, c'est un peu... C'est pas toujours la meilleure des idées. Fait que j'arrivais chez moi, je voulais pas faire mes traitements, donc je refusais de me piquer. Donc c'était rendu le rôle de mes parents de me piquer. Et là, ça engendrait beaucoup de chicanes, puis de... Des tensions. Oui, de tensions, exactement. C'était peut-être pas la meilleure période de ma vie pour essayer le Sukutane. Puis j'ai jamais réessayé le Sukutane par après. Je suis retournée en intraveineux. On dirait que ça m'a comme mis Un frein. un frein, exactement. Mais là, OK. plus je vieillis, plus je me rends compte que le Sukutane, il faut quand même que je perde une journée d'école. Puis au secondaire, c'était facile quand même de concilier ça. J'avais quand même de la facilité à l'école. J'arrivais à rater une journée par semaine, par mois. Mais là, cégep, un peu moins facile. Je me suis butée à un mur encore. Moi, j'étais arrivée au cégep, puis je me suis dit, je veux finir mon cégep en 2 ans, faire ça rapidement, là. Puis, quand je suis arrivée en disant, j'ai un déficit immunitaire, j'ai besoin comme d'une journée par mois pour des traitements, on me dit, c'est pas possible. La seule façon que tu puisses faire ton cégep, c'est en 3 ans, puis on peut rien faire pour toi. Oh! Ouais. OK. Donc là, il a fallu que je pousse les démarches un petit peu plus loin. Surtout que j'allais quand même dans un gros cégep, un programme qui avait beaucoup de monde. Là. C'est pas comme s'il y avait seulement une classe de disponible, puis OK. j'étais obligée de la prendre. Donc, finalement, on a réussi à faire un horaire que tous mes lundis étaient libérés. J'avais jamais de cours les lundis, donc j'ai pu avoir mes traitements. Mais là, c'est ça, avec l'intraveineux, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'avec le travail, ça va être encore la même chose, que je vais être bloquée à quelque part puis on va me refuser parce que j'ai besoin d'avoir des traitements puis je peux pas dire non au traitement. Donc, je songe de plus en plus à passer vers le Sukutane pour ces raisons-là. Et est-ce que tu m'expliques là, Liliane, le Sukutane est arrivé à une période de l'adolescence. La période de l'adolescence, que j'ai connue moi aussi, où on se rebelle à peu près après tout ce qui bouge. Hein? Oui, effectivement. C'est la crise de non amplifiée. J'ai connu ça. J'ai été une adolescente quand même assez... qui a connu sa petite période de rébellion, moi aussi, ce qui c'est tout à fait normal. On veut être comme tout le monde. Donc, à un moment donné, moi, j'avais des piqûres sur le... des piqûres... c'était intraveineux à l'époque. Pas intramusculaire, c'est-à-dire, à l'époque. Et puis, à un moment donné, c'était... non, j'en ai rien à foutre. Les gamma-globulines, et c'est normal qu'on traverse cette période-là. Ce qui est important, tes sous-cutanés, si tu décides de faire le transfert vers le sous-cutané, ce qui est important, c'est d'y aller, toi, avec ta zone de confort. Ça, c'est important. Au niveau des amitiés, moi, je trouve pas que ça a changé. Je trouve pas que ça a changé grand-chose. Ben, c'est sûr que enfant, ben, c'est certain que quand tu es dans une période, c'est plus difficile. Ben, c'est certain que là, peut-être que les amis vont faire des activités, puis que toi, ben, c'est peut-être mieux que tu te tiennes un petit peu plus tranquille. Oui, il y a eu des périodes comme ça, mais je peux pas dire que ça a été... je peux pas dire que ça a été traumatisant ou...
j'ai pas comment je pourrais dire, j'ai pas de mauvais souvenirs de ça. Tu t'es jamais senti exclu ou Non, d'un non, pas du groupe? tout. Non, pas du tout. Mais il faut dire aussi que moi, je suis une adulte aussi encore comme ça, mais je suis quand même quelqu'un qui est bien aussi dans ma bulle. Je suis une personne qui va être très sociable, mais en même temps, je suis quelqu'un qui va être dans ma bulle, autant personnelle que professionnellement. Je vais avoir besoin de ces moments-là. C'est là où le côté artistique c'est manifesté aussi. Petite, je faisais de l'art plastique, par exemple, de la musique. Je suis quelqu'un qui a une bonne oreille musicale. J'ai joué du violon. J'ai fait de la percussion africaine. J'aime beaucoup la musique aussi. Oh, oui. Oui. Est-ce que tu en joues? T'écoutes? Oui. Mais je joue du piano depuis maintenant 10 ans. J'ai fait beaucoup de festivals. J'ai fait le festival de jazz de Montréal. J'ai fait un festival à Disney avec l'école. Ouais. Wow. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à passer à travers mon adolescence aussi, avec la maladie, tout ça. Ça m'a permis d'avoir un petit coin à moi. Puis que la maladie n'avait pas d'impact non plus. Non. Effectivement. Sur ce côté-là. Effectivement. Et tu touches un point, Liliane, parce que oui, c'était carrément ça. C'est une sphère où le déficit immunitaire, il n'y a comme pas d'affaire là. Il n'y a rien à voir. C'est ça. Donc, tu peux... moi, c'est passé... Bon, j'ai pas fait des cours de piano comme toi. J'ai appris le violon sur le tard. À l'époque, petite, j'écrivais. J'étais une enfant qui écrivait beaucoup. Ça m'a suivi toute ma vie parce que finalement, j'écris tout le temps. J'écris dans le cadre de mon travail. J'ai à écrire beaucoup. Le droit m'a amené à écrire beaucoup. J'ai toujours écrit. Même petite, ma mère me disait tu vas pas jouer avec les cousins, les cousines. J'avais mes crayons et puis là, je racontais des histoires. Mais est-ce que tu penses que ça a un rapport avec la maladie ou c'était vraiment juste... C'était ta personnalité, puis t'aimais ça? Je pense que, de prime abord, c'est une question de personnalité. La créativité, l'imagination, ça a toujours fait partie de moi. Mais je pense que le déficit immunitaire, il y a quand même il n'y a pas juste que des inconvénients. Le déficit immunitaire a eu quand même cet avantage-là, peut-être de me permettre d'avoir plus de périodes pour explorer cet aspect-là. Donc, l'écriture, le dessin, j'écrivais des histoires, tout ce qui était du monde un peu plus créatif, l'imaginaire, de la pensée. J'étais beaucoup... ça a eu cet impact-là qui est positif, qui fait que moi, j'avais pas de misère à faire le vide autour de moi, puis de me mettre à écrire, de faire du bricolage, de dessiner. À un moment donné, j'étais assise dans un coin, puis bon, bizarre, j'avais une lubie, de prendre un dictionnaire à la recherche de nouveaux mots. J'étais vrai? Oui. Un dictionnaire, on va sur les dictionnaires en ligne aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des dictionnaires papier. Et je m'assoyais, puis je pouvais... mon fun, c'était de trouver un nouveau mot. Et là, je lisais les définitions, puis j'aimais apprendre des nouveaux mots. Particulier, mais c'était comme ça. Les si t'aimais ça... Moi, c'était ça. Moi, dans ma vie,
la musique, ça a apporté vraiment beaucoup d'être de bonheur, beaucoup d'amitié aussi. J'ai fait partie d'un groupe au secondaire de musique. Donc, c'est sûr que ça a rapproché beaucoup des gens. Mais je peux pas dire que j'exposais ma maladie vraiment beaucoup. J'avais plus tendance à la garder pour moi. Puis si on me posait pas la question, je disais rien. Puis, mais c'est sûr qu'au secondaire, quand je ratais une journée par mois, les gens ils se posaient des questions un peu pourquoi t'es pas là? Puis là, quand on me posait la question, j'avais aucune gêne à répondre puis à tout expliquer, parce qu'au secondaire, surtout que c'est pas super connu, un déficit immunitaire non plus. Donc, ça engendre beaucoup de questions. Puis au secondaire, c'est pas tout le monde non plus qui s'intéresse nécessairement à ça ou qui a connu des maladies quelconques. Fait que ça engendre beaucoup de questions. Puis, c'est ça, j'attendais que les gens ils viennent me poser des questions. Puis, mais sinon, vu que ça paraît pas physiquement, on dirait que je sais pas comment aborder ce sujet-là. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu abordes quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois ou comment ça se passe? Je te dirais que malgré les générations, Liliane, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé aussi pour moi. Je n'étais pas nécessairement, quand j'étais au primaire, au secondaire, de toute façon, le secondaire, c'était le secondaire, là. Mais j'étais dans ma phase, tu m'achales pas, puis je te parle quand ça me tente. Bon, bref, c'était quelque chose. Mais j'étais pas de nature à nécessairement en parler d'emblée. Ça dépendait des situations. Par contre, quand venait le temps de l'expliquer, j'étais capable d'expliquer ce que c'était. Il faut dire aussi qu'à l'époque, le déficit immunitaire, c'était pas tellement connu. Là, comme aujourd'hui, on ne l'avait pas décrit dans le front. Puis, on réalise qu'il n'y a pas personne qui a ça. Hein? Tout seul avec mon petit baluchon, puis déficit immunitaire. Bon. Donc, t'as pas tendance à en parler, mais par contre, instinctivement, au fil du temps, j'ai réalisé que de maîtriser, de comprendre et d'être capable d'expliquer la maladie, ça pourrait me sauver la vie, là. Parce que il y a des médecins, quand tu t'en vas en consultation médicale, tu arrives sans rendez-vous, puis que le médecin te regarde avec un gros point d'interrogation d'en face, là, tu dis, OK, pas de panique, mais suis-je dans le trouble? Oui. Quand c'est rendu qu'il faut que tu expliques ta maladie à un médecin, moi aussi, ça m'arrive souvent. Vraiment, là, c'est... Puis quand tu es à la clinique médicale, c'est parce que c'est un pépin de santé. Là, moi, je me disais, oh my God, c'est quoi ça? Donc, très tôt, tu réalises que si tu es capable d'expliquer en long et en large ce que tu as, ça va te sauver la peau des fesses, ça va te sauver la vie. Ouais. Et même, il y a eu une anecdote. 2009 est arrivé, fameuse H1N1, ils ont ouvert une clinique de vaccination et je me présente. Directeur de santé publique, un médecin de santé publique qui était là, qui lui coordonnait. Et puis, j'ai cherché mon vaccin. On vaccinait les personnes plus à risque à ce moment-là. Ben, j'ai un déficit immunitaire, je viens chercher mon vaccin. Ben non, vous pouvez pas l'avoir aujourd'hui, madame, parce que là, c'est les personnes plus vulnérables et tout ça. J'ai un déficit immunitaire. Je suis à risque. Je suis à risque. Écoute, je m'étais préparée, j'avais un résumé de mon dossier médical. Ça n'avait aucun bon sens. Et là,
j'insistais. Mais inquiétez-vous pas, madame, vous allez avoir votre vaccin, inquiétez-vous pas. Non, non. Time out. Je viens de te dire que je suis à risque. Inquiétez-vous pas, madame, vous allez avoir votre vaccin. Il revenait tout le temps avec inquiétez-vous pas, vous allez avoir votre vaccin. OK, arrête ta cassette. Je viens de te dire que je suis à risque. OK, là, vous asseyez là, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai un syndrome d'hyper-IgM de type 2. Je dois recevoir des immunoglobulines par voie intraveineuse à l'époque. C'était juste avant que je change pour le sous-cutané. OK, je vous explique maintenant c'est quoi. Un syndrome d'hyper-IgM de type 2. Et là, je pars dans une plaidoirie du maudit. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Et là, je dis, écoutez, j'ai ma documentation médicale. Non, madame, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous préparer un petit coupon pour madame juste ici? Je me disais, non, mais c'est quoi ce bazar? Là, c'est bon, ben, merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis partie. Là, j'ai fait la file avec mon petit coupon. Bon, mais c'est là que j'ai réalisé, et j'ai compté ça à mon conjoint avec un brin d'humour. Il était mort de rire. Il dit, écoute, je t'entends, ça n'a aucun bon sens. La plaidoirie du maudit. Mais j'ai réalisé une fois de plus, si tu es capable d'expliquer en long et en large et en tout ce que tu voudras, puis si tu as les termes médicaux qu'il faut, inévitablement, quelqu'un, à sa face même, va comprendre que si tu es capable d'expliquer et d'arriver avec ces termes-là, il n'y a pas personne, sauf quelqu'un qui a un déficit immunitaire ou le médecin qui a suivi, qui est capable de te tenir un discours pareil. Oui. Donc, c'est une anecdote, mais c'est juste pour dire que forcément, il faut comprendre ce qu'on a, être capable de l'expliquer. Dès que l'occasion se présente, t'es capable d'avoir des argumentaires béton. Oui. Puis j'ai réalisé aussi, il y a quelques années, que aussi de l'expliquer à tes amis, ta famille, ça l'aide à les sensibiliser à donner. Oui. Oui. Si on n'avait pas de traitement disponible, on pourrait pas vivre. Fait que ça prend quand même... Puis souvent, quand on a un lien, un attachement émotif, c'est encore plus facile d'aller donner. Moi, j'en ai des amis là, qui me disent moi, je m'en vais donner pour toi. Puis je me suis rendu compte que si on leur expliquait pas, ils l'auraient probablement peut-être pas fait ou pas aussi souvent. Effectivement. Ou, fait que c'est quelque chose aussi qui m'a aidé à en parler de plus en plus avec les gens, puis de l'apporter d'une façon aussi positive et pas juste de parler tout le temps de traitement, puis que c'est long, puis que ça engendre des effets secondaires et tout, mais de le voir plus d'une manière plus positive, comme quoi les traitements, ça nous apporte quand même une qualité de vie qui est importante. Effectivement. Et là, Liliane, ce que tu viens de dire là, c'est tellement vrai, c'est tellement important. Je t'explique pourquoi. C'est que de l'expliquer comme ça, de façon positive, c'est tout ton rapport avec... Parce que moi, je fais une distinction de maladie, situation de santé. Oui. C'est... Bon, je ne veux pas m'embarquer dans de la sémantique, là, mais pour moi, il y a une différence entre les deux. Mais de l'apporter de façon positive, c'est aussi toi, ton rapport à cette maladie-là ou cette situation de santé-là que tu développes. Et ça, c'est extrêmement important. Ça va te suivre toute ta vie. Moi, je regarde, oui, tantôt, c'est émotif parce que c'est un tiroir il y a des affaires là-dedans je l'ouvre le moins possible parce que ça graphine pas mal. Mais n'en demeure pas moins que si tu le regardes dans son ensemble, ce rapport-là que tu vas développer, ben ça va t'aider à être positif par rapport à ça. Mais ça va aussi transparaître quand tu vas en discuter avec tes employeurs, quand tu vas en discuter avec tes collègues de travail. Ça pourra pas faire autrement que d'avoir un impact positif. Puis ça, je l'ai vécu parce que moi, je suis quelqu'un qui arrive, bon,
j'ai un déficit immunitaire, mais je leur explique c'est quoi, puis bon, OK, parfait, ils font attention. Mais c'est que c'est expliqué de façon positive. Parce que le problème, puis c'est pas juste pour les déficits immunitaires. Le piège que je vois, que j'ai vu aussi beaucoup aussi dans ma pratique aussi auprès de gens qui ont d'autres types de problématiques, c'est d'entrer dans une spirale de victimisation. C'est que là, tu es dans un état d'esprit qui est pas positif. Ouais. Puis, c'est pas aidant pour t'aider justement à développer un rapport le plus positif possible. Si on te demandait demain, là, tu as le choix entre pas en avoir de déficit immunitaire et en avoir un, je pense que ni toi C'est ni même moi, pas une question. c'est même pas une question. Puis un choix de réponse parce qu'il y en a même pas. Ouais. Il y a pas personne qui va dire « Hey, wow, ça me tenterait d'avoir un déficit immunitaire tellement cool. Oui. » Non, on veut pas en avoir personne. Mais par contre, il est là à vie. Donc, tu Il faut parlais apprendre tantôt- à l'accepter. Exactement. Puis tu parlais de tes parents tantôt qui t'ont accompagné là-dedans pour que tu mènes une vie normale, tu voyages et tout ça. Moi, c'était moins cette génération-là, mais c'était pareil. Dans le sens que moi, mes parents m'ont pas empêché d'aller jouer dehors. Écoute, on rentrait crotté dans la maison, je te jure, c'était quelque chose, là. Tu sais, quand tes parents, au bout de te prendre par le bout du chandail puis t'en aller dans la salle de bain parce que on avait joué dans le sable et tout ça, puis oui, j'ai fait comme tout le monde. Puis oui, je me suis bêchée en vélo parce que j'avais un petit côté un peu téméraire aussi. Mais mes parents ont toujours dit « Va jouer. Va jouer. Fais comme les autres. Un enfant, ça joue. » OK, c'est parfait. Tout en me sensibilisant à faire attention quand même. Ouais. Mais j'ai joué, j'ai fait des bêtises comme n'importe quel enfant. Puis je pense que ça a eu un impact aussi pour développer le rapport avec la maladie. Bien qu'il y ait eu la petite période de turbulence à l'adolescence, mais ça reste que ça revient, ça. Ça revient quand tu es adulte. Moi, il y a le mot, là, comme tout le monde, que tu as dit, qui m'a vraiment accrochée, là. Je me souviens, quand j'étais petite, moi, c'est ce que je recherchais. Je voulais faire comme tout le monde, comme tous les autres enfants. Oui. Puis parfois, c'était pas nécessairement possible. Ou je me souviens, quand j'étais petite, j'avais pas encore de traitement. Puis c'était Noël, j'étais malade. Puis je pouvais pas faire comme tout le monde, puis avoir du plaisir, déballer des cadeaux avec tout le monde. Puis ça, c'était l'Halloween. J'étais encore malade. Je pouvais pas faire comme tous les autres enfants, aller passer l'Halloween. On dirait tous les petits plaisirs de la vie qu'un enfant cherche, je pouvais pas les avoir comme tout le monde. C'est frustrant, ça. Oui. Puis là, les traitements ont permis que je puisse être un petit peu plus comme tout le monde, avec certaines restrictions, c'est sûr, de faire attention, mais ça m'a quand même apporté une vie un petit peu plus normale, si on peut dire. Effectivement. Puis, c'est... c'est un point hyper intéressant, Liliane. Quand on dit de voir les aspects positifs du traitement, parce que oui, on le sait qu'il y a des effets, on sait qu'il y a des effets secondaires, on sait qu'on est plus fatigué après et tout ça, mais c'est tous ces petits plus-là que ça t'amène, la somme de petits plus qui va faire que, ben, tu vas pouvoir aller à un party, tu vas pouvoir passer l'Halloween, tu vas pouvoir déballer des cadeaux. C'est extrêmement précieux. Ouais. C'est extrêmement précieux. Puis tu sais, c'est sûr qu'on se bute à des limites quand on a un déficit immunitaire. Forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire. Ça influence le choix de carrière aussi. Mais par contre, tu sais, dans l'absolu des limites, tout le monde en a. Déficit immunitaire ou pas, je vais te dire tout de suite que j'aurais pas pu m'en aller en finance parce que je suis royalement pas dans ce domaine-là. On oublie le projet. Mais par contre, si j'avais eu
si je n'avais pas eu le déficit immunitaire, ben je serais dans un hôpital. Je serais médecin. C'est ça que j'aurais voulu faire. Puis t'as décidé de faire autre chose. Oui. Je comprends. C'est pas toujours facile. Des fois, on en a toutes des limites, comme tu as dit. Puis, je pense que c'est de voir qu'est-ce que tu as réussi à faire aujourd'hui. Où tu as réussi à te rendre. T'es pas en ce moment dans un lit d'hôpital à rien faire. C'est de voir les portes qui sont ouvertes. Ouais. Faut arrêter de voir les 2-3 qui sont fermés, là, puis voir les 20 qui sont ouvertes devant nous, puis de foncer dans ceux-là. C'est exactement. Comprends-tu? La pneumonie dans le plafond, l'attente à oxygène. Je disais, écoute, j'avais 8 ans à l'époque, je disais à ma mère, hey, écoute, je fais du camping, je trouvais ça bien drôle, mais j'avais fait une détresse respiratoire la veille, mais tu sais, t'as à peine 8 ans, tu sais pas trop ce qui se passe. Mais je faisais du camping. Je fumais à pipe puis j'envoyais pas de boucan. Écoute, j'envoyais pas de boucan. Oui, j'étais allée lâcher j'étais allée râler ça à ma mère le lendemain, j'étais tout fière. Et puis à un moment donné, ben tu sais, t'es tranquille, t'es malade. Mais quand ça commence à bien aller, ça arrête pas de bien aller. Parce que là, tu t'en vas dans la salle. Je m'en allais dans la salle de jeu. Mais il faut dire que j'étais un enfant qui engrouillait un coup. Déficit d'attention avec hyperactivité, OK? Diagnostiqué tout le kit. Ça fait que, écoute, on courait dans les passages. On avait des solutés, après des espèces de patères. Mais c'était des bouteilles de verre à l'époque. Moi, je suis sûre qu'il y a dû avoir une couple d'infirmières qui ont dû prendre leur retraite avant le temps, là, sérieusement. Écoute, mettre de la poudre à terre. On s'en va dans une chambre, toute une gang de titanants pareil, mettre de la poudre à terre. Puis on dansait dans la poudre. On aurait pu se péter la gueule bien comme il faut. Tu sais, de la poudre pour bébé sur un beau linoléum d'hôpital. Ça fait tout qu'un plancher de danse. Non, ça n'avait aucun bon sens. Mais ça reste que de rire, même si on a fait des bêtises. Là, mais c'est des beaux souvenirs que t'as. Oui, malgré tout. T'en gardes des beaux souvenirs. Malgré tout, bon, les infirmières diraient autre chose, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas grave. Ça n'avait pas de sens. Ben, je pense, moi, que définitivement, je serais pas la même personne qu'aujourd'hui, après avoir passé à travers toutes ces montagnes russes-là. Puis, je pense pas non plus que je serais dans la même profession, là, la même branche. Présentement, je suis en kinésiologie à l'université. Wow. Donc, le domaine de la santé m'intéresse beaucoup. Puis, de trouver des solutions pour améliorer la santé par l'activité physique, c'est quelque chose que, moi, ça me fait beaucoup de bien dans ma vie avec le déficit immunitaire. Donc, d'exercer cette profession-là puis de pouvoir aider d'autres gens avec la même façon, c'est vraiment quelque chose que définitivement, j'aurais pas fait sans avoir eu un déficit immunitaire puis d'avoir autant fréquenté les hôpitaux. Donc, même s'il y a des passages plus difficiles, je peux pas dire que je me plains d'avoir un déficit immunitaire. Puis je pense qu'on est quand même bien entouré aujourd'hui puis qu'on a beaucoup d'outils pour nous aider. Il y a de plus en plus de ressources qui grandissent autour de nous pour nous aider à l'accepter, pour avoir encore une meilleure qualité de vie. Fait que je pense que malgré tout, ça a quand même apporté beaucoup de positif dans ma vie. Même si il y a eu des petites embûches des fois, mais malgré tout, j'en garde beaucoup de positif. Tu vois,
Liliane, je trouve ça remarquable. Puis tu sais, tu fais partie de la relève. Je trouve ça, là, c'est génial. Puis, je te dirais qu'on ne fait pas partie de la même génération. Et je te dirais que le bilan que tu fais là avec une maturité, c'est beau à voir, là, c'est magnifique. Ça va te suivre tout le temps. Moi, le bilan que j'en fais, c'est un bilan positif aussi. Avec l'expérience, malgré qu'il y a des passages plus difficiles, malgré qu'il y a eu des deuils à faire et tout ça, le bilan est positif. Puis que non, effectivement, je ne serais sûrement pas la même personne si j'avais... si ce déficit-là n'était pas là. Puis, oui, il nous aide à on est amené à être en mode solution. On développe notre sens du plan B assez tôt. Assez tôt. On a comme toujours... Puis je pense que ça devient quasiment viscéral. On a toujours un plan B, on a toujours un plan qui est prêt. Si le plan A ne fonctionne pas, voilà le plan B, puis même un plan C. Puis c'est certain que le déficit immunitaire nous a permis de développer cet aspect-là, puis qui va nous suivre dans toutes nos sphères de vie. Puis aussi, c'est que ça nous protège aussi contre des échecs qu'on a mis tous, là, mais ça nous protège aussi de vivre certains échecs. En réalité, si tu avais un plan B, si tu avais un plan C, finalement, tu n'aurais pas vécu nécessairement d'échec. Tu aurais juste vécu une expérience différente. C'est que moi, le bilan que je fais est très, très positif. Si je regarde dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie personnelle, avec mon conjoint, dans ma vie professionnelle, avec mes amis. Si je retourne quand j'étais enfant, c'est positif, il y a des bons souvenirs de ça. Comment tu vois l'avenir, Liliane? Pour être honnête, l'avenir me fait peur. C'est quelque chose que, présentement, c'est positif dans ma vie. Mais on dirait que j'ose comme pas trop me prononcer sur l'avenir pour pas avoir des déceptions. Puis ça fait pas très longtemps non plus que je vois le déficit immunitaire d'une façon plus positive. Il y a seulement comme quelques années que j'ai réalisé que j'avais quand même de la chance. Petite anecdote, je faisais partie d'un groupe de patinage synchronisé. C'est un peu comme de la nage synchronisée, mais sur patin, là. Donc, on est comme 16 filles sur la glace. Puis, il y a quelques années, je m'en allais au championnat canadien pour la première fois. Oh, wow! Ouais. Puis là, tu sais, j'étais toute excitée, super contente. Puis ça avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Puis il y a une madame qui m'a contactée, là. J'ai aucune idée c'est qui. Elle m'a contactée par Facebook. Puis elle me dit que elle aussi, elle faisait du patinage synchronisé quand elle était plus jeune. Puis qu'elle aussi, elle avait un déficit immunitaire, mais que dans son temps, il n'y avait pas de traitement qui était disponible. Puis, elle avait participé également au championnat canadien avec son équipe, mais arrivée là-bas, elle est tombée malade. Elle n'a pas pu participer. Puis, pour elle, c'était une très grande déception, puis je le comprends totalement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance d'avoir des traitements qui étaient disponibles, qui sont gratuits aussi, puis qui sont super accessibles, puis que je puisse faire ce que je veux, de quoi je rêvais. À ce moment-là, c'était mon rêve de participer au championnat canadien, puis j'ai réussi à le réaliser. Donc, je souhaite que pour l'avenir, ça soit comme ça aussi, puis que je puisse continuer à réaliser mes rêves, puis que j'imagine il va y avoir encore plus de ressources qui vont être là pour nous épauler, puis nous appuyer, puis que ça soit encore plus facile de réaliser ces petits rêves-là ou juste des petits plaisirs du quotidien sans
toujours se tracasser de la maladie. Donc, j'espère que pour l'avenir, ça va être encore du positif. Moi, je te dirais, il y a plein de beaux positifs qui s'en viennent. C'est certain. Puis, comment je pourrais dire ça? Tu sais, des rêves, tu vas en réaliser. C'est sûr qu'il y a peut-être pour certaines choses, ça peut prendre une tournure un petit peu différente, mais donc tu vas tirer du positif. Mais je te dirais que la clé, on a tous des grands rêves, mais la clé, c'est de trouver tes petits bonheurs un peu partout. Mm-hmm. Tu sais, que ce soit des événements bien simples. T'es entre amis, puis à un moment donné, le party fun. C'est des événements comme ça. Tu peux être simplement chez toi, belle journée ensoleillée, t'es en train de lire un bon livre, c'est des moments en toute simplicité, mais que tu apprécies. Moi, ces petits moments-là, j'en profite, puis écoute, il n'y a pas longtemps, on est allé manger au restaurant, avant que c'était plus à l'automne. J'étais avec une amie, on s'est connus au travail, c'est une bonne collègue de travail, on est devenus des belles bonnes amies. On est allé manger au restaurant, mémorable. Le fun qu'on a eu là, ça n'avait aucun bon sens. Il y avait des gens qui étaient à des tables quand même pas très loin, qui riaient parce que nous autres, c'était une niaiserie, ils n'attendaient pas l'autre. Là. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et le party était pris. Là. Mais on avait du fun, mais c'est tous ces moments-là qui... Ça n'a pas de prix, ça. Oui. Aussi d'être bien entouré, là. D'être bien comme entouré. Tu l'as dit, des gens qui t'écoutent, qui sont là pour toi, puis que... Des gens positifs. Oui. C'est positif. Des gens négatifs qui tirent vers en bas n'ont pas vraiment besoin de... Quand c'est plus difficile, on aime ça qui t'aide à aller un petit peu vers le positif. Ça. Exactement. T'as besoin de ces gens-là. Donc... Ça en prend pas beaucoup des fois, là. Non. Juste des bons... Des bons amis, ça en prend pas une tonne. Effectivement.